Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Alors, vous nous suivez sur Radio Fréquence Atlantique 88.3, 93.6, 105.9, sur rfaradio.fr, donc sur le net, mais depuis quelques semaines maintenant, en direct sur Facebook. Et nous sommes ensemble pour la matinée, d'abord pour des informations concernant notre pays, la situation internationale, et ensuite pour une partie interactive à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 0596, donc un fixe, 03 14 03. Donc même après l'émission Facebook, vous pourrez donc vous brancher sur Internet ou sur la radio pour suivre l'émission et participer en direct aux commentaires. Nous attendons d'ailleurs des témoignages des gens qui ont vécu les événements du 16 et du 17 juillet. Alors, une émission spéciale qui va tourner sur ces événements, justement. Et la première remarque que je souhaiterais faire, c'est que nous sommes dans une période de crise sanitaire grave. On est en train de parler de confinement, de non-confinement. On interdit aux professionnels de travailler au prétexte qu'il faut lutter contre la propagation du virus. Nous sommes dans une période où tout le monde crie à la crise économique. On parle de baisse de chiffre d'affaires de 20 à 80%. On ne sait pas comment on va se relever. Et on a une crise financière plus globale qui s'annonce. Vous entendez les tractations qui se font au niveau européen, qui sont bloquées, qui annoncent que vraiment nous serons dans une position absolument difficile. Et c'est à ce moment-là que les autorités françaises décident d'envoyer des escadrons de gardes mobiles kidnapper des jeunes militants chez eux en créant des traumatismes pour la famille, les emmener au commissariat de police de Fort-de-France, les brutaliser, et puis font en sorte que des gardes mobiles puissent exercer leur vague de répression. On ne trouve pas d'argent pour les retraites, on ne trouve pas d'argent pour les masques et pour les masques à oxygène, on ne trouve pas d'argent, mais l'État français, l'État colonial français, trouve des sommes énormes pour que des contingents de gardes mobiles se renouvellent systématiquement, vont vivre sur les fonds publics, prêts à venir matraquer quand on leur donne cet ordre-là. Ça, c'est le contexte pour montrer que choisir ce moment-là pour aller faire une rafle et provoquer des incidents, ce n'est absolument pas une erreur, une faute. Il y a des gens qui disent « Ah, le préfet a commis une erreur ». Non, le préfet n'est pas un imbécile, loin de là. Il a mis en place une stratégie décidée en haut lieu par le gouvernement français. Et quand après les incidents, on entend des gens qui viennent raconter que la faute c'est à des jeunes qui veulent foutre le bordel, qui sont manipulés par des militants noiristes, etc. Là non plus, ce ne sont pas des gens qui sont imbéciles, qui sont ignorants. Ils savent pertinemment ce qu'ils font. L'État colonial et les serviteurs locaux plutôt, qui profitent du système, sont pleinement conscients que leur règne est menacé. Alors, ils se mobilisent dans l'espoir de tuer les contestations dans l'œuf. L'opération qui a été menée par la puissance coloniale le 16 juillet est une provocation calculée et avalisée en haut lieu. Il suffisait d'envoyer une convocation à ces militants si on avait des choses à leur reprocher, si on avait une enquête à mener et si on voulait engager des procédures contre ces militants. Non, ils ont choisi de provoquer des événements, d'intimider des militants. Et pourquoi? Parce que le contexte global de la Martinique leur fait comprendre qu'ils sont en danger, que leur domination est en danger.
Depuis les mouvements qui ont été menés contre la privatisation des plages, contre les symboles de la domination coloniale, les réseaux sociaux fourmillent d'informations sur la réalité de l'exploitation coloniale, les mensonges sur notre histoire et tout. La conscientisation s'éveille, ça les effraie. Mais il y a la mobilisation sociale qui continue à monter en puissance. Les collectifs qualifiés de citoyens, qui, dans le Sud, avaient commencé des luttes contre la pression fiscale et qui avaient obtenu quelques victoires, et qui se sont engagés sur le front de la lutte pour le droit à l'eau, contre les magouilles des grandes sociétés, eh bien, mobilisent de plus en plus de gens, y compris des ressortissants français. Et ce mouvement de contestation-là, le gouvernement français n'a pas de prise sur lui. Et puis, il y a un événement majeur qui est venu appuyer cette dynamique-là depuis plus d'un an, c'est la mobilisation des ouvriers agricoles qui ont créé un collectif pour dire « vous nous avez empoisonnés, payez vos crimes ». Parce que le gouvernement français s'est rendu compte que ces gens-là, c'est le tissu de la population, ils ont des parents, des voisins partout qui sont concernés par le problème, mais qu'ils sont aidés et soutenus par des experts, des gens qui montrent que les rapports ont été truqués, que l'État colonial est complice, qu'au niveau international, des réparations sont faites à cet égard. Pas plus tard encore, cette semaine, au Kenya, des familles ont obtenu des millions de réparations à cause des crimes d'empoisonnement au plomb qui ont été faits par des multinationales. Donc le gouvernement français voit qu'il n'a pas de prise sur ce mouvement qui prend l'ampleur, qui est soutenu par des élus de tous bords et qui est justifié, qui n'emploie pas de méthode terroriste, mais qui fait appel à la raison et au droit. Donc c'est toute cette mouvance sociale-là qui pousse le gouvernement français, l'État colonial français, à choisir un maillon faible pour essayer de décapiter les militants les plus actifs, les plus permanents sur le terrain, pour essayer de mettre des divisions entre les différentes couches de la population et espérer de pouvoir développer, maintenir leur domination. Il y a une déclaration qui a été faite par Emmanuel Macron lors de son discours autour du 14 juillet, etc. Il employait une formule qu'il s'agit de lutter contre les séparatismes. Il y a un certain nombre de personnes qui ont dit que non, il voulait parler des communautarismes, des gens qui s'associent pour leur religion. Bien sûr, il ne parlait pas des sionistes. Donc, mais Macron ne se trompe pas de mots. Macron connaît la différence entre communautarisme et séparatisme. Quand il a parlé de mener la lutte contre le séparatisme, c'est essentiellement un avertissement qu'il lançait aux colonies françaises. Parce que la France est dans une situation difficile, elle est en train de perdre son influence dans le monde, que l'Europe, qui faisait que les multinationales garantissaient un développement économique au profit des capitalistes, que cette Europe-là est en train de se déliter. Donc la France veut consolider sa domination sur les colonies pour pouvoir essayer de rebondir. C'est cela qui pousse l'État français, par le biais de ses préfets, à organiser des provocations contre les militants pour essayer de tuer le mouvement. Soit dit en passant, c'est l'occasion de nous défaire de certaines illusions. Macron est jeune, le préfet est jeune. Il disait être ni de droite ni de gauche, mais en fait, ce sont des gens au service des multinationales qui mènent une politique ultra-libérale de droite et le remaniement ministériel est venu le confirmer. Donc, ce qui s'est passé le 16, ce n'est pas un incident banal
on a l'habitude de donner des coups de bouton, etc. C'est une illustration d'une réalité plus globale et plus dangereuse. Cette réalité, c'est que nous sommes en état de guerre frontale avec les multinationales, avec les États qui représentent ces multinationales et les forces de l'ordre qui sont à leur service pour cela. Nous sommes en état de guerre. Une guerre qui est menée par des gens qui persistent à jeter la majorité des populations dans la misère pour pérenniser leur domination et leur profit. Ces gens-là, ils s'appuient sur leur État pour agresser et réprimer ceux qui défient le système. Vous aurez remarqué que les munitions ne manquent pas aux gardes mobiles, aux policiers qui font preuve de violence, grenades, LVD, et lacrymogènes, etc. Ça ne manque pas comme les masques. Ils en ont à profusion pour matraquer et gazer. On n'a pas les moyens de lutter contre le Covid-19 dans les quartiers populaires, mais on a des moyens d'envoyer des gaz lacrymogènes pour couvrir Fort-de-France, et parce que des gens protestent contre des violences policières. Et ces forces de police, ces forces armées sur lesquelles les États s'appuient, ce sont des forces scélérates. Il y a eu tout un débat pour dire « Ah oui, c'est des bavures, la police est au service de la nation, il faut que nous avons besoin de notre police pour nous protéger, il faut manifester, même s'il y a des brebis galeuses. » Ce n'est pas vrai. Les brebis galeuses constituent le corps des forces de répression. Ceux qui ne sont pas des brebis galeuses sont des exceptions ou des gens qui sont en souffrance d'ailleurs, qui se suicident dans leur commissariat avec les armes de service. Récemment, on interrogeait un syndicaliste policier à Paris à propos de l'affaire Adama. Il disait, on ne peut pas dire que la police est raciste. La preuve, c'est qu'il y a des Noirs et des Maghrébins qui veulent venir. On sait bien que c'est un faux argument parce que de tout temps dans les forces de répression, il y a eu des supplétifs, des gens qui aient leur propre communauté et qui vont servir le maître dans l'espoir de s'échapper. Mais il n'y a pas que ça. Et précisément en Martinique aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la police ou dans l'armée parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ne peuvent pas vivre, et parce qu'il y a de la publicité à la télé qui dit « Venez défendre le pays, venez défendre les droits de l'homme, vous venez apprendre un métier ». Mais ces gens-là, quand ils rentrent, ça ne signifie pas que la police est gentille et que ce n'est pas une structure de répression à laquelle ils participent. Quand ils sont militaires au gradé et qu'ils sont dans un avion, qu'ils envoient des bombes sur la population en Syrie, ça c'est pas la démocratie ni les droits de l'homme qu'ils défendent. Donc tout ça pour dire que l'argument voulant dire qu'il y a des gens bien, il y a des gens pas bien n'est pas valable. Ce sont des corps, des institutions qui sont faites exclusivement pour maintenir la domination des colonialistes. Et ils apprécient beaucoup les gens qui sont sans foi ni loi, débiés les manteaux. C'est eux qu'ils envoient. Alors, vous allez me faire croire que le gendarme qui est devant Océanis court derrière la jeune Siméline, qui n'a pas d'homme, qui n'a pas de gauche, qui est debout, et puis qui la roue de cou, c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête. C'est un débiélé. Le gendarme qui le saisit prend une bombe lacrymogène et puis envoie au visage de la jeune étudiante Alexiane, qui est debout, les photos le prouvent, pas ni roche, pas ni combat, elle est debout en train de parler, le type prend, brûle son visage. C'est un malade mental. C'est un malade mental qui accepte de gazer quelqu'un qui peut être sa fille, parce qu'on lui a dit l'ordre, il est venu casser du nègre. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont de sérieux problèmes. Les 7 bonhommes qui sont en train de matraquer Kezia à terre, qui voient son sang couler et qui donnent des coups de poing à la tête du bonhomme dont le sang coule, un jeune de 20 ans, et qui repousse sa maman qui crie, vous le faites. Ce sont des malades mentaux.
Ce sont des gens qui sont malades mentaux. Le gendarme qui se met devant pour empêcher qu'on filme la scène, c'est un malade mental. Parce que ça veut dire qu'il jouit de la violence. Ce sont des malades mentaux. Quand nous disons ça, ce n'est pas pour les excuser, pour dire que, ouais, il faut les comprendre, ils sont malades. Non. C'est pour dire que l'État policier choisit de donner le champ libre à ces gens-là, de les privilégier, de ne pas les mettre au rencard, parce que ça sert le système. Alors, il faut dire que quand on parle de système de répression, on a parlé de la police, on parle des militaires, dont les gendarmes font partie. Ils sont au même titre que les gangs de mafieux et que les terroristes qui utilisent des gens malades mentaux ou endoctrinés pour maintenir une domination. Quelle différence y a-t-il entre le terroriste qui coupe la tête d'un mécréant et puis les soldats français qui coupaient la tête des militants camerounais dans les années 60? On n'en parle pas dans les livres d'histoire, mais les photos existent. Ces gens-là sont embrigadés, ils sont endoctrinés pour frapper. La différence avec les mafieux et les terroristes, c'est qu'ils sont considérés comme hors de la société. Mais là, ce sont des gangs institutionnalisés et instrumentalisés. D'ailleurs, des affaires révèlent les liaisons qu'il puisse y avoir entre les mafias, le monde de la finance, le monde des politiques. Il y a des passerelles qui existent. Parce qu'en fait, tous ces gens-là sont d'accord avec le système existant et leur but, c'est de maintenir ce système en l'état et de maintenir la masse des populations dans la domination. Mais nous devons surtout toujours garder à l'esprit qu'ils sont hyper organisés et déterminés à mener la politique du pire. Ils ont qu'à y brûler en caillou avec. Aussi, il nous est essentiel, quand on analyse les événements du 16 et tous ceux qui ont précédé, de dépasser les réactions seulement guidées par l'émotion pour organiser une riposte conséquente. Parce que nous avons dit que nous sommes en guerre. Il y a une armée organisée et sans pitié. Nous, peuple qui sommes la masse, nous, travailleurs qui sommes la masse, qui faisons les richesses de cette société, nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre chaque fois qu'il y a un procès et des gens matraqués pour descendre à bas la répression, faire un communiqué. Il nous faut le faire, il nous faut dénoncer devant les grilles des institutions, mais il nous faut surtout nous organiser pour pouvoir renverser ce système, parce que nous avons dit que nous sommes en guerre, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut régler le jeu une fois pour toutes. Nous pourrons le faire si nous menons une contre-offensive planifiée qui s'appuie sur la compréhension de la réalité et sur la compréhension des enjeux globaux. La mobilisation planétaire qui a suivi l'assassinat de George Floyd est là pour nous rappeler le cadre dans lequel se situe notre lutte contre les violences policières. C'est au niveau international que se développe la fascisation de la société. Les lois liberticides, les lois qui autorisent tous les excès de la police, c'est partout dans le monde. Les lois qui restreignent notre droit de circuler, de parler, d'aller sur Facebook, d'envoyer un message, c'est au niveau planétaire, parce qu'en tête, c'est les multinationales qui donnent les ordres. Alors, il y a l'espionnage systématique à travers les réseaux sociaux, à travers les téléphones, etc., où l'on sait à chaque moment où on est, ce qu'on a acheté, ce qu'on fait, ce qu'on a dit, qui on fréquente, etc. Ça fait partie de la planification fasciste des multinationales et de leurs États. Et puis, il y a l'installation à la tête de tous les pays de gens qui sont prétendus fous, mais qui ont un rôle de casser les traités internationaux,
de casser le droit international, d'établir des blocus comme ils veulent, de voler l'or du Venezuela, de capoter tous les régimes qui sont, entre guillemets, les régimes qui sont opposés à leur politique de saccage social. Il y a également les préparatifs de guerre dont nous avons déjà parlé dans d'autres émissions. Cette semaine encore, la tension est montée entre la Chine et les États-Unis dans la mer de Chine. Il ne faut pas croire que nous en sommes à l'abri. Et c'est pour cela qu'ils fascisent la société, pour nous, comme entend l'amiral Aubert, pour nous imposer de rester aplatis pendant qu'ils remontent leur système. Et dans cette affaire-là, la dictature médiatique, c'est la plus importante à combattre. Nous avons vu les vidéos qui circulent sur les atrocités faites par les forces de l'ordre coloniales en Martinique. Est-ce que vous avez vu ces vidéos-là sur France 24, Arte, etc., etc., Euronews, etc.? Jamais. A-t-on dit un mot sur les racines de ces incidents et sur pour la défense des gens qui sont agressés? Par contre, tous les jours, vous avez des reportages sur les violences policières à Hong Kong, sur la méchanceté de Maduro, etc. Là, dans notre subconscient, en tout cas dans le subconscient de l'opinion générale, il y a plus de haine contre des mouvements progressistes qui se battent contre des impérialistes que contre ceux qui donnent des coups à leurs enfants. Et cela est exacerbé chez nous, puisque nous sommes soumis à une domination coloniale. Alors, la domination coloniale, c'est évidemment la violence et le racisme, comme on a vu ça avec ces gens-là qui traitent de négros, qui visent systématiquement les parties génitales des militants avec leur LB. C'est des voyous, disons. Cette violence-là, ce racisme, il est institutionnalisé. Et puis un procureur qui, sans honte, qui vient dire « Ah, les gendarmes étaient bien gentils. » Et puis on envoyait des roches sur eux, donc ils étaient obligés de... Alors, je condamne la violence. Non. Les vidéos peuvent montrer très clairement que vous avez des gens en train de jouer du tambour, de danser, en train de dire « libérer notre camarade », et puis que les forces de répression les ont attaqués. Si, quand on vous a attaqué, parmi ceux qui sont là, il y en a qui ramassent une roche pour envoyer sur les policiers, avons-nous le droit de dire que c'est un voyou, que c'est de la violence sociale? Nous condamnons toute forme de violence. Nous devons dire que le peuple manifeste sa légitime défense comme il le peut. Vous êtes debout dans un pays soi-disant démocratique. Vous n'agressez personne. Vous demandez la libération de quelqu'un arrêté injustement. On blesse votre camarade, vous voyez son sang à terre. On vous noie de lacrymogène. Et puis vous allez dire, ah, ils sont méchants les messieurs, et puis vous allez rentrer chez vous. Non. La résistance, c'est un droit naturel contre l'oppression. La seule remarque que nous pouvons faire, c'est de dire à ceux qui luttent, la guerre, ce n'est pas un jeu. Il faut savoir mener la guerre comme on doit la mener pour ne pas être victime, réagir simplement contre des attaques, contre des provocations organisées. Mais nous avons parlé là des violences liées à l'État colonial. Mais il y a une violence beaucoup plus mortelle, plus grave, qui nous est infligée et contre laquelle nous devons lutter. C'est la carotte qui vient s'ajouter au bâton. C'est la propagande idéologique qui vient flatter l'assimilationnisme chaque jour, chaque jour. Ces dernières semaines, Hans Daoulé n'est pas arrivé à avoir la première place du village préféré de France. Mais heureusement, nous ne sommes pas un village de France. Accepter l'idée que nous avons le plus bel arbre, le plus ceci, ça veut dire que nous sommes dans la République fraternelle qui récompense ses enfants méritants et qui en même temps développe l'assimilationnisme et les illusions. Les illusions, ce n'est pas seulement à travers ce type de concours, c'est à travers les émissions quotidiennes qui développent la compétition entre les gens, l'illusion qu'on peut se sauver individuellement. C'est les émissions qui viennent nous dire « Ah, faites une start-up ».
l'État va vous donner, l'Europe va vous donner tant. Et puis, si vous avez réussi, c'est parce que vous le méritez. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils ne le méritent pas. Ça n'indique pas aux consciences populaires que l'État lâche quelques miettes et permet à quelques-uns d'arriver. Tant mieux pour eux. Mon pas dit ou pas rien. Mais pour pouvoir continuer à écraser les autres empêchés. Donc, ceux qui peuvent arriver, même si c'est grâce à la démagogie de la France coloniale et de l'Europe, doivent utiliser cette formation-là pour servir leur pays et pour lutter contre la présence coloniale et pour lutter en sorte que tous leurs frères, leurs cousins, leurs voisins de quartier aient droit à l'instruction, aient droit à une vie économique valable. Mais pour revenir à la provocation menée le 16, il faut comprendre que le pouvoir colonial est enragé. Pourquoi il est enragé? Parce que jusqu'à ce jour, grève, fusillade, on reste tranquille. Procès, manifestation, boutou, lacrymogène, les choses se passent. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Sauf que depuis 2 ans, ce n'est plus la même configuration. Et c'est ce qui les effraie. Ce qui les effraie, c'est que, il y a des jeunes diplômés, compétents, maîtrisant des technologies, qui ne disent pas, eh bien, je vais essayer de trouver un trou d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneuriat pour faire ma fortune, mais qui disent, je veux que mon peuple progresse. Et j'ai des moyens, j'utilise les réseaux sociaux, je me mobilise pour des causes, etc. Et puis, deuxièmement, ces jeunes-là collaborent avec des anciens militants qui ont toujours lutté pour la décolonisation de la Martinique. Ils sont effrayés, hein, les colonialistes. Ils sont enragés. Et contrairement à ce que des traîtres à la Martinique, des traîtres, j'insiste, des traîtres à la Martinique disent, en essayant de discréditer ces jeunes-là, ils croient que c'est parce qu'ils ont cassé une statue que ça va libérer un pays. Parce qu'ils ont un drapeau rouge, vert, noir qui veulent. Non. Ces jeunes-là, c'est une force montante qui traduit l'avancée globale du peuple martiniquais. Parce qu'on parle de statut, on parle de venir devant un tribunal demander libération, mais ces jeunes-là, c'est eux qui ont initié le combat pour libérer les plages. Aujourd'hui, on nous présente à la une du quotidien du France-Antilles. Voilà, le préfet a fait avec les associations écologiques, ont tracé un chemin pour la liberté. C'est eux qui ont libéré la plage, avec le soutien, bien entendu, des anciens qui étaient avec eux. Ce sont ces jeunes-là qui montent des réseaux économiques. Pourquoi les détracteurs de ces jeunes-là ne disent pas « Yo, qu'à faire un bel travail ». Ils promotionnent la production martiniquaise, ils organisent des réseaux, ils s'investissent. Pourquoi les gens qui détractent ces jeunes-là ne disent pas que sur leurs réseaux sociaux, ils font un travail inimaginable de restitution de la mémoire avec les crimes colonialistes, les grandeurs des civilisations originelles, avec toute la fierté que nous devons recouvrir. Jour après jour, ils le font. Ce que beaucoup n'ont pas fait. J'allais dire pour manger leur mandat. Ces jeunes-là, en liaison avec les militants plus avertis, et bien entendu, qui ont des expériences à faire de façon à ne pas reproduire les erreurs que les anciens militants ont faites en leur temps, c'est cela qui explique la rage du pouvoir colonial. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas s'opposer à cette dynamique montante. Donc il faut essayer de détruire, d'écraser avant que ça ne devienne incontrôlable. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce que on est dans une dynamique historique. C'est sur la planète entière que les questions de réparation se posent. C'est sur la planète entière que la question des luttes contre les multinationales, contre les exploitations
par les moyens économiques du CFA, des dettes, etc., se pose, et que les gens s'organisent, les mouvements populaires, maintenant on dit démocratie citoyenne pour essayer de cacher l'aspect politique, ce sont des mouvements populaires qui luttent contre les institutions truquées, contre la corruption, etc., eh bien, ils sont impulsés par des gens qu'on ne peut plus tromper idéologiquement. Et c'est ce qui se passe chez nous. Cette force-là que nous avons aujourd'hui, nos ancêtres ont pu se libérer sans ces atouts-là entre leurs mains, par leur courage, par leur détermination. Aujourd'hui, nous avons le courage et la détermination en plus de ces atouts-là qui sont entre nos mains. Tous les empires sont tombés. L'empire romain a fini en débâcle. L'empire nazi a fini en débâcle. L'empire colonial a été démantelé. Et l'empire des multinationales avec leurs états policiers, cet empire-là va tomber. Il ne peut pas résister aux luttes révolutionnaires qui sont en train d'émerger. Sauf que nous devons dire que nous pouvons gagner si nous mettons une stratégie efficace, et nous en avons le potentiel, mais c'est si nous savons comprendre la conjoncture internationale, si nous savons lutter contre ce travail qu'ils avaient fait pour dire il ne faut pas faire de politique, il ne faut pas se laisser manipuler, pour essayer de nous empêcher de réfléchir, et puis nous servir de la soupe à la sous-culture matin, midi et soir, à la violence, etc. Si nous travaillons à comprendre les luttes, les situations plutôt qui justifient nos luttes, alors là, nous pourrons gagner le combat. Quelle est la conjoncture internationale? On l'a dit, fascisation, mépris des lois, violence et étouffement de la culture. Notre stratégie doit être l'inverse. Idéologie, compréhension, organisation et définition d'objectifs clairs, de méthodes de lutte, de stratégie. Alors, à ce point, je veux dire que ce qui est essentiel, c'est que nous devons inverser le rapport de force. Pour l'instant, l'État colonial et ses suppôts sont en position de force. Parce que nous sommes divisés, parce que nous n'avons pas une stratégie unificatrice, parce que nous n'avons pas un projet et des objectifs consensuels. La première chose à faire, c'est d'inverser le rapport de force. Comment? Luttons contre les idées opportunistes et munichoises de trahison. Comment lutter? Premièrement, en dénonçant de façon scientifique et sereine les traîtres, ceux qui nous appellent vandales parce que nous faisons notre droit de récupération de l'histoire, mais qui ne font pas un communiqué. Je vous défie de trouver un communiqué de ces mêmes personnes-là contre les vandales qui ont détruit la pompe qui alimentait le Sud-Andou. Ça là, c'est vandalisme. Et plus grave, puisqu'elle mettait des milliers de monde sans l'eau. Que l'une des personnes qui a dénoncé l'action contre les statues dise, voilà, j'avais fait un statut contre ce vandalisme-là. Donc c'est là qu'on voit que c'est idéologique. Et il nous faut mener une lutte sereine pour dire non, voilà. Par exemple, il y a quelques fascistes dans le sud là qui font des graffitis, KKK, Ku Klux Klan, et White, enfin bref, pouvoir White Power. Eh bien, il faut populariser ça, les dénoncer et essayer de chercher qui sont ces gens-là pour qu'ils répondent devant les institutions compétentes, chacun saura lesquelles, et de leurs crimes racistes dans notre pays. Donc, inverser le rapport de force, c'est lutter contre les idées opportunistes, mais surtout, lutter pour le rassemblement. Ne nous trompons pas d'ennemis. Premier élément, les gens qui ne se mobilisent pas, qui ne répondent pas à l'appel à venir défendre les prisonniers, ne sont pas des ennemis. C'est notre peuple qui ne peut pas se déplacer pour etc. de raisons, maladies financières, lassitude, peur, etc.,
manque de formation, manque d'information, manque de communication de notre part, manipulation par les médias. À partir du moment où nous disons « Ah, ce sont des crabes, ils ne viennent pas. Ah, ce sont des ceci », nous sommes contre la lutte que nous menons. Nous sommes contre le rassemblement. Notre devoir, c'est de dire « Mais c'est... » Eh bien, depuis demain, le 20 juillet, il faut que nous allions au quartier parler, il faut que nous expliquions, il faut que nous organisions, En 1974, comment la grève des ouvriers agricoles a-t-elle été possible? C'était ça. C'était 3 ou 4 ouvriers qui appelaient, puis personne ne suivait. Mais ils sont allés, maison par maison, expliquer, discuter des revendications, préparer un mouvement que tout le monde agrée, et puis la grève a été ce qu'elle est. Donc, nos ennemis, ce n'est pas notre peuple. Les différences que nous avons entre nous, de caractère, de style de parler, d'habillement, etc., ne doivent pas être des points de débat entre nous. Nous devons tolérer, accepter. Comment se permettons d'aller dire à une personne, ton habit ne me convient pas, ta coiffure ne me convient pas, etc. Ce sont des gens qui veulent diviser le peuple. Nous voulons accepter tout le monde avec son niveau de conscience, avec ses pratiques, avec ses défauts, avec ses incompréhensions, et convaincre que nous devons marcher ensemble. Nos véritables ennemis, ce ne sont pas, entre guillemets, les élus. La majeure partie des élus sont des gens formatés par l'idéologie bourgeoise. Parce que l'idéologie bourgeoise a dit qu'il faut être élu pour être un homme, pour avoir la cote, pour avoir le pouvoir. Ce sont des gens qui sont persuadés de cela parce qu'il y a une forme d'aliénation. Ils le croient. Quand nous disons aliénation, ce n'est pas un mot péjoratif. C'est un mot qui signifie qu'on est guidé par les idées de l'autre. De cette logique-là, il y en a beaucoup qui sont des opportunistes. Mais il y en a aussi qui croient qu'ils pourront, avec ce poste de mandat, faire ceci, cela. Nous sommes fatigués de dire qu'il n'existe pas une soupe d'élus où tout le monde est pareil. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens qui se trompent et il y a des gens qui cherchent à tromper les gens. Notre politique doit être de dissocier ceux qui sont honnêtes pour leur dire voilà ce que nous faisons. Et pointer du doigt en termes rigoureux ceux qui ne choisissent pas leur camp du peuple. Mais si nous appelons systématiquement tous les élus vendus, corrompus, traités, etc., lequel va venir soutenir notre lutte, même s'il est d'accord? Je prends un exemple. Quand Charlie, jeune militant, a été mis en prison au François, il y avait une manifestation. Le député Jean-Philippe Nilor est venu exprimer son soutien. Il y a une personne qui a dit « Tu reconnais là les élus, etc. » La démarche a été d'aller parler à cette personne, lui dire « Mais non, voilà, mais si l'élu vient, il est député, etc. » Et parler, faire conscientiser. La personne en question a dit « Ah, je n'avais pas réfléchi à ça. Oh ouais, d'accord. » Et Nilor a fait ce qu'il a pu ce jour-là. Mais Nilor et Nadon signent un communiqué aujourd'hui pour dénoncer les crimes, la violence policière, et on en est content. On en est content. Si la mouvance avait été dominante de dire tout élu c'est des vagabonds, etc., on n'aurait pas eu ce soutien-là. Et on aurait privé quelqu'un qui a une intention de faire un apport, et puis on se serait retrouvé concombre sanguine. Nous devons faire preuve de sagesse. Nous devons faire preuve de réalisme, pragmatisme. Nous sommes à l'heure du rassemblement. Agresser, insulter ne peut pas être une méthode, surtout dans un mouvement de masse. Parce qu'il y a toujours des gens mal intentionnés qui s'infiltrent dans les mouvements de masse pour pousser à l'erreur. Nous devons comprendre qui est notre ennemi principal et que pour lutter contre l'ennemi principal, il nous faut regrouper des forces.
Le deuxième point de cette guerre que nous menons contre le colonialisme, c'est la nécessité de consolider les bases de la résistance sur le plan économique et culturel. Tout à l'heure, je signalais que les jeunes montent des réseaux, etc. Mais ils ne sont pas les seuls. Les anciens ont déjà fait l'expérience et il y a beaucoup de gens qui font des expériences de village des initiatives volontaires, de marché du Dachid, etc., qui contribuent à cette dynamique de renforcer notre autosuffisance alimentaire, parce que sans autosuffisance alimentaire, on n'aura jamais les moyens de notre indépendance, de notre libération. Nous devons prendre conscience de notre puissance. Me revient un chiffre qui a été donné récemment concernant les effets du Covid. Les milieux économiques disaient, ah oui, 20% de baisse du chiffre d'affaires, 10 000 faillites prévues, et un chiffre, 27% de baisse de la consommation des ménages. C'est le crime, il nous faut corriger ça. Mais bravo qu'il y ait eu 27% de la consommation des ménages, parce qu'elle a concerné les supermarchés, elle a concerné les produits importés, elle a concerné des produits de loisirs non indispensables à la vie, mais il y a eu baisse de consommation dans les institutions capitalistes, mais la consommation n'a pas... Les gens continuent à consommer. Ils ont consommé quoi? Des paniers alimentaires que le peuple martiniquais portait chez eux, à tel point que dans 2 quartiers populaires, les gens nous ont dit, nous pas besoin, nous pas débrouiller comme nous, pas de problème, porter des gens qui ont besoin. Félicitons les habitants de Cité-la-Croix au Aubert et de la ressource au Lamentin, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Ça veut dire que les gens ne sont pas morts de faim, mais ils ont consommé autrement ce qui était essentiel. Eh bien, consolider les bases de la résistance, c'est mener ce travail pour que nous retournions à la consommation essentielle et que nous boycottons systématiquement les produits qui font la richesse des grandes surfaces et qui font la richesse de l'impérialisme français et des multinationales. C'est ça, consolider les bases de la résistance. Et puis, sur le plan culturel, multiplier les initiatives pour connaître notre histoire, mais pour faire de l'enseignement alternatif. Les gens qui pleuraient, mes enfants, l'année scolaire est perdue. Attelons-nous à faire du soutien scolaire comme cela a existé il y a 20 ans, avec des programmes alternatifs. Ça sera beaucoup plus profitable à notre peuple, tout en luttant pour que nous ayons des conditions dignes dans les services publics d'éducation. Cela est absolument entendu. Et puis, il nous faut, de cette guerre que nous menons, optimiser nos méthodes de lutte. J'ai fait allusion un petit peu à cela. Alors, évidemment, on ne pourra pas, là, donner à l'ennemi ce plaisir de savoir comment nous allons organiser ou mieux organiser nos luttes. Mais disons que là, il s'agit de nous retrouver dans les endroits où il faut pour construire nos stratégies alternatives, pour organiser la lutte contre nos propres aliénations, qui sont l'individualisme, l'élitisme, les luttes d'ego, le syndrome de Lynch. C'est notre ennemi principal là aujourd'hui. Donc, optimisons nos luttes en nous rencontrant pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, comme dirait la Bible, mais surtout pour que nous ayons des actions qui soient non pas défensives en réaction des provocations, mais qui soient offensives. On n'en dira pas plus pour l'instant. Et pour finir, je voudrais dire que l'essentiel dans cette période que nous vivons, c'est que nous comprenions que c'est une lutte entre 2 mondes, entre 2 sociétés. Une lutte frontale, décisive, qui est en train de se mener. Les multinationales, leur État, leurs forces policières, et puis les êtres humains qui veulent vivre mieux, qui veulent s'entendre, qui veulent vivre dans la sérénité, sur la base
des enseignements de Frantz Fanon, que je vous engage à lire, à discuter, nous devons comprendre que tout le monde c'est monde, même si tout le monde pas même, mais tout le monde c'est monde. Au-delà des critères de pigmentation, au-delà des critères de nationalité, il nous faut comprendre que les êtres humains qui voient que ce combat-là est frontal et qu'il nous faut lutter pour une nouvelle société, ben, qu'ils se rencontrent, qu'ils se reforment, qu'ils se dans une idéologie alternative et de façon à ce que les luttes qui se font entre les familles, les luttes qui se font au sein des familles, entre jeunes, etc., eh bien, soient estompées par la lutte de notre peuple global pour le changement social. Il y a une chose que nous devons comprendre. Beaucoup se plaignent de ces luttes, les assassinats, les féminicides, les jeunes qui s'égorgent. Il nous faut comprendre d'où ça vient. C'est le système que nous voulons combattre qui génère volontairement. Parce qu'il déshumanise les gens, qu'il les détruit leur mental à travers leurs médias, à travers le recul du savoir et de l'instruction fondamentale, à travers la dépolitisation, la régression idéologique, la destruction des services publics qui permettraient aux gens de comprendre, d'avancer. C'est ça qui produit les suicides, les violences. Nous pourrons mettre fin à cette impossibilité de vivre, c'est quand nous aurons construit des espaces alternatifs où nous nous parlons, où nous échangeons, où nous partageons, et surtout où nous nous organisons pour combattre le colonialisme, les violences policières et le système impérialiste qui nous domine. Voilà, je vous remercie. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous aurons une partie interactive au cours de laquelle vous pourrez téléphoner au 03 14 03 pour réagir et puis poursuivre donc ce débat.